Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus du podcast Tracker. Cette semaine, nous avons eu comme invité François Lecomte, CEO de Belfus Asset Management. Il nous a parlé de son rapport à la bourse et a bien voulu jouer le jeu du scan de son portefeuille d'investisseurs. Dans ce bonus, nous revenons avec lui sur son quotidien de professionnel de la finance et sur la manière dont il s'informe pour avoir toujours une vision pertinente et à jour de son domaine. Alors aujourd'hui, vous avez des fonctions de CEO au sein de Belfus Asset Management. À quoi ressemble une journée, une semaine type ? Alors, s'il y en a. Il y a quand même des constantes. Déjà, il faut toujours se rappeler quel est le rôle en fait d'un CEO. Et ma définition du rôle de CEO, c'est d'abord de définir la vision, la direction vers laquelle on veut aller et de la communiquer, de la partager. Et alors là, en fait, on a une équipe, tout le monde va dans la même direction. Et déjà, ça, c'est le point de départ. Ensuite, de constituer l'équipe et de m'assurer chaque jour qu'ils soient motivés, heureux de venir au bureau et qu'ils aient tous les outils pour réussir. Et puis sinon, de les aider à résoudre leurs problèmes. Et enfin, mon dernier rôle en tant que CEO, c'est d'être l'ambassadeur de Belfus Asset Management à l'extérieur et de m'assurer que la voix de Belfus AM est entendue chez mon actionnaire, Belfus Bank, de rencontrer des clients, de comprendre les tendances de marché et aussi d'identifier les futurs recrues. Quelque chose que je fais en fait régulièrement et qui d'ailleurs me donne beaucoup d'énergie, c'est de passer dans les bureaux le matin en arrivant, de dire bonjour à tout le monde, d'échanger quelques mots, de voir si tout va bien, s'il y a le sourire ou s'il n'y a pas le sourire. Ça, c'est ce que j'appelle en anglais le smile KPI, ou bien l'indicateur de sourire. Et là, je sais, même sans aller voir mon directeur financier, je sais que la journée sera bonne s'il y a des sourires, parce que même en cas de problème, en fait, les gens vont travailler en équipe et on va résoudre en fait les problèmes. Et chez Belfus Asset Management, il y a combien d'équivalents temps plein ? Il y a 4 ans, on était 25, maintenant on est 85. Et donc, ça reste une société à taille humaine, mais en très forte croissance. Et alors, j'ai vu un petit peu votre CV. Vous avez quand même, vous dites que vous avez commencé à travailler à 24 ans et vous avez une carrière qui a quand même une tonalité assez internationale. Est-ce que ça vous a permis de voir aussi comment ça se passait dans d'autres régions du monde ? Je sais que vous avez beaucoup travaillé en Asie. Ah ben c'est effectivement frappant et on pourra en parler. Aux États-Unis, presque tout le monde investit en bourse et n'importe qui va pouvoir vous parler dans l'ascenseur de son portefeuille. Ah, je suis content, mes actions General Motors ont grimpé de 3% ce matin. Les gens suivent quasi au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'ils épargnent et qu'ils travaillent et qu'ils investissent tous pour leur retraite. Au Japon, par exemple, c'est l'opposé. Les gens, en fait, laissent leur argent en dépôt. Et l'Europe est au milieu. Et je pense que l'Europe et l'épargnant européen gagneraient à investir plus tôt et plus pour sa retraite. C'est important d'un point de vue individuel. C'est aussi important d'un point de vue de la prospérité européenne. Quand plus d'Européens investissent en fait pour constituer leurs épargnes, en fait ils investissent aussi dans les sociétés et donc ils contribuent à la santé économique. Et ça, c'est un moteur qu'on n'utilise pas à fond en Europe. On le voit, là, le poids de l'investisseur individuel aux États-Unis, à Wall Street, est beaucoup plus important que à la bourse de Bruxelles ou dans les grands marchés européens. Voilà. Et il y a 2 perdants en fait. Il y a l'économie et l'investisseur. Vous avez dit que vous avez commencé à investir à la vingtaine avec vos premiers salaires. Dans l'investissement, en finance, le fait d'avoir accès à de l'information de qualité, à être le premier à avoir la bonne info, peut être déterminant. Comment est-ce que vous faites déjà pour vous tenir continuellement informé ? Alors, déjà, c'est effectivement compliqué d'être continuellement informé. Et là, je vais faire un parallèle avec l'alimentation, en fait. Et je vais parler d'alimentation informationnelle. Vous êtes jeune, Salim, donc... mais quand j'étais petit, je devais faire un exposé à l'école. Mon problème, mon anxiété, c'était de voir s'il y aurait au moins un livre à la bibliothèque communale qui allait traiter du sujet et qui allait me donner du contenu. Aujourd'hui, en fait, on a trop d'informations.
Et donc le problème, c'est pas de la trouver, c'est de la trier et d'identifier les mouvements fondamentaux ou les tendances en fait au milieu du bruit informationnel. Je vais prendre un exemple, l'élection de Trump, les gilets jaunes, la montée de l'extrême droite sont des manifestations d'un même phénomène de fracture sociale et de gens qui n'ont pas bénéficié de la mondialisation et qui sont en fait laissés sur le côté du développement économique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, sinon en fait on entend du bruit mais on n'entend pas d'information. Alors, dans cette hiérarchisation, il y a aussi ce côté où une nouvelle info peut vite chasser une autre, et alors on se détourne, comme vous venez de dire, d'éléments beaucoup plus centraux pour comprendre le monde. Voilà, et moi j'ai un profil en fait où je m'intéresse plus aux mouvements fondamentaux. D'ailleurs, je n'ai pas de Bloomberg, je vais être le seul CEO en asset management qui n'a pas de Bloomberg, parce que j'aime bien focaliser sur les mouvements sous-jacents, et mes équipes, en fait, eux suivent en continu les marchés. Et quelles sont mes sources d'information si c'est pas Bloomberg? The Economist, et je le regarde en version papier parce que j'aime bien aussi ne pas être guidé par l'algorithme en fait de l'app et parfois tomber sur des articles que je n'aurais pas lus. Ça c'est une fois par semaine. L'Echo, évidemment. Et puis je regarde souvent les journaux étrangers une fois par semaine, les journaux chinois, China Daily, et aussi Al Jazeera, des journaux en fait qui me permettent d'observer dans quelle mesure ils traitent l'information différemment dans d'autres géographies. Et sur, par exemple, le conflit Ukraine-Russie, c'est assez frappant. Et puis aussi énormément de podcasts que j'écoute en accéléré, ce qui fait rire mes enfants. Et aussi même parfois YouTube. Travailler dans la finance, travailler en suivant les marchés, en plus quand on a un œil attentif sur ce qui se passe en Asie, ça peut vite nous amener à avoir des journées à rallonge, des semaines à rallonge. Comment est-ce que vous faites pour débrancher? Est-ce que vous débranchez parfois? Et qu'est-ce que ça vous fait? Oui, je débranche. Je rappelle, je ne suis pas les marchés au quotidien parce que j'ai des équipes qui le font et qui le font d'ailleurs mieux que moi. Ce que je fais, par exemple, quand je suis en vacances, effectivement, c'est, oui, je consulte mes emails le matin. J'ai une petite routine sur ChatGPT qui m'informe proactivement si les marchés baissent de plus de 2 ou 3 ou 4%. Mais sinon, je décroche et mes hobbies, classiques, hein, ma famille, le jogging, la géopolitique, les grandes tendances et aussi, ça c'est mon péché mignon, les mathématiques. Et d'ailleurs, mes enfants rigolent de moi quand pendant mes loisirs, en fait, je lis des livres de mathématiques. C'est incongru, mais pour moi, les mathématiques, c'est une forme d'art. C'est beau, c'est la beauté de la nature, et c'est d'ailleurs lié au marché financier. Mais donc oui, je décroche. Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une sorte de veille? Vous voyez ce qui s'y passe, ce qui s'y dit? Oui, j'en suis 3 principalement. Le premier, c'est LinkedIn. Alors, évidemment utile pour faire passer des messages et la voix de Belfus Asset Management. Mais ça peut être aussi très instructif à condition qu'on paramétrise bien LinkedIn. Vous pouvez choisir par exemple vos top voice. J'ai regardé les vôtres d'ailleurs, Salim, avant de venir, parce que je trouve que c'est toujours très instructif, mais moi j'ai paramétrisé en fait pour suivre des personnes comme Bill Gates, Christine Lagarde, Jean-Marc Jancovici, l'expert en fait en transition énergétique, et aussi Simon Sinek. Et donc, oui, LinkedIn, c'est finalement une source d'information, mais il faut la paramétriser. L'autre réseau social moins connu que je suis, c'est Quora, Quora, qui est en fait, j'allais dire, le réseau social de la culture générale, où j'apprends beaucoup, je suis très curieux. Et le troisième, c'est Instagram. Alors, je vais être honnête, aussi pour les blagues, en fait, ça me détend, ça me fait du bien, mais aussi parce que c'est ce que les jeunes regardent, et notamment Hugo Décrypte, mes enfants suivent ça aussi. C'est des petites vidéos quotidiennes qui expliquent l'actualité de manière simple. Et en fait, j'aime bien regarder aussi, et ça m'aide à comprendre comment les jeunes comprennent l'actualité. Alors, je m'arrête là. J'avais TikTok, mais pour des raisons politiques, j'ai décidé de ne plus aller dessus. Alors j'en profite pour faire un petit placement de produit. Depuis début octobre, à l'Echo, on a aussi investi pour être présent sur Instagram avec des vidéos
explicative, notamment de ce qui se dit dans les briefs et les briefs spéciaux. François Lecomte, vous avez déjà posé une question dans le podcast que nous avons diffusé hier, mais il a une autre question à vous poser. J'aimerais demander aux trackers de l'écho, puisqu'aussi on approche de Noël, si vous motivez vos enfants à bien s'informer. On parle d'alimentation, mais aussi d'alimentation informationnelle, et s'ils lisent le journal, au moins une fois par semaine, avec vous. On dit toujours bien se nourrir, manger des aliments sains, etc., etc. Pour l'alimentation informationnelle, en fait, c'est la même chose, et différencier en fait entre l'information parfois gratuite et l'information payante. Qui penserait se nourrir avec des aliments gratuits en fait? Même chose pour l'information, pour l'alimentation informationnelle. Et vous, comment vous vous tenez informé sur les marchés? Pour nous faire part de votre méthodologie, n'hésitez pas à nous écrire dans le groupe Facebook Les Trackers de l'Écho ou à l'adresse podcast@leco.be. Avant de vous quitter, nous voulions aussi lancer un appel à témoins. Est-ce que vous investissez grâce à l'IA? Car nous cherchons des profils qui ont développé un usage poussé et réfléchi des intelligences artificielles pour améliorer ou optimiser leur stratégie d'investissement. Si c'est votre cas, écrivez-nous via mail à l'adresse podcast@leco.be. Merci de nous avoir écoutés. C'était Julie Garrigue à la réalisation et Salim Nesba au micro. À la semaine prochaine.